Et c'est aussi le palais des thés. Vous m'avez demandé à quoi cela ressemble aujourd'hui. Voilà à quoi cela ressemble aujourd'hui. À part cela, le reste du parc n'est qu'un parc avec des arbres, de l'herbe et quelques lacs. La seule chose qui reste du bâtiment est ce qui est montré là. Comment va Pékin? Comment ça se passe là-bas? Eh bien, je ne suis pas à Pékin, je suis à Wuhan, qui se trouve dans la province du Hubei, au centre de la Chine. C'est un peu comme Chicago dans ce sens. Les gens ici me disent que Wuhan est très proche de partout. Donc c'est central. Waouh, d'accord, bien. Oui, tout va bien. C'était un voyage très intéressant. Nous avons visité un musée pendant la période du printemps et de l'automne et la période des royaumes combattants. L'un des 7 royaumes était Chu. Ce royaume était basé ici, donc il y a beaucoup d'histoires. Oh, je vois. Oui, Je vois. Oui, c'est intéressant. oui. Et l'une des choses qu'ils ont est une épée très rare dans ce musée. Elle a été découverte et fabriquée il y a environ 2000 ans, mais à ce jour, elle est encore très tranchante. Donc, il y avait des choses assez high-tech même à cette époque. Oh, absolument. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il y avait un universitaire britannique nommé Joseph Needham. Je le connais parce qu'il était universitaire au Catherine's College à Cambridge, qui est toujours son collège, soit dit en passant. Il a créé une encyclopédie monumentale sur la science chinoise, qui est une œuvre extraordinaire d'une érudition immense. Il a souligné que la Chine avait des milliers d'années d'avance sur l'Occident en métallurgie. Et le résultat fut qu'ils purent produire ces épées incroyablement tranchantes et d'autres objets. C'est ainsi que la dynastie Shang fabriquait ses bronzes. La technologie pour le faire n'existait pas en Occident à cette époque. Il a également souligné que si l'armée romaine avait jamais marché vers la Chine et affronté l'armée de Qin Shi Huang, l'armée chinoise était beaucoup plus sophistiquée technologiquement. Ils auraient complètement anéanti les Romains. Leurs arbalètes et armes en métal étaient si avancées qu'il n'y aurait eu aucune contestation. Le royaume s'appelle ECBS. Oh, c'est l'un des très grands, n'est-ce pas? L'un des très importants. Je pense que c'était le dernier à être capturé par Qin. Je pense que le dernier était Qi, mais Qi n'a pas fait beaucoup d'efforts. Ils se sont essentiellement rendus, mais Chu était parmi les derniers. Connaissez-vous le festival des bateaux dragons? Il commémore l'un des hauts fonctionnaires de Chu, Ku Yuan, qui était poète. Il était tellement déçu par son dirigeant de l'époque, l'empereur, parce qu'il avait fait tant d'erreurs. Yuan a vu son pays rapidement décimé et était tellement dévasté qu'il s'est jeté dans la rivière et s'est suicidé. Les gens ont essayé de protéger son corps en jetant de petits paquets de nourriture dans la rivière pour que les poissons mangent la nourriture au lieu de son corps. C'est ainsi que le festival des bateaux dragons a commencé et les gens mangent ces ongzi. Bon sang, je peux pas. Oui, je pense que c'était juste la semaine dernière ou le week-end dernier que le festival des bateaux dragons a eu lieu. Alors, les Chinois sont-ils au courant d'une série de romans extraordinaires écrits dans les années 60 par un diplomate néerlandais qui met en scène un fonctionnaire de la dynastie Tang appelé le juge Ti? Le juge Ti? Oui. Non, je veux dire, ils sont basés sur oui. Un détective, c'est ça? Détective, c'est exact. Ils sont brillants et écrits par quelqu'un qui a un profond amour pour la Chine. Il était un érudit chinois et connaissait très bien la langue. Ce que vous m'avez dit m'a rappelé qu'une de ces histoires se déroule pendant un festival des bateaux dragons.
Oui, le festival des bateaux dragons. Oui, la vérité bat dragon. Il y a d'innombrables histoires dans l'histoire chinoise. Oui, absolument. C'est une culture tellement extraordinaire. Je ne sais pas dans quelle mesure les gens en Chine en sont conscients, mais la Chine est remarquable. Ce que je vais dire n'est pas controversé. Tout d'abord, c'est la seule civilisation qui a une ligne directe depuis l'âge de pierre. Les gens de l'âge de pierre ont évolué vers les États que nous connaissons en Chine jusqu'à la civilisation chinoise d'aujourd'hui. Vous ne trouvez cela nulle part ailleurs. Il n'y a nulle part ailleurs avec cette incroyable continuité. C'est de loin l'État le plus ancien du monde, avec une histoire continue, remontant à la dynastie Xia, qui était avant les Shang. Xia, Shangzhou. Oui, Xia est le premier. Oui, mais cela a sans aucun doute existé. Il y a des discussions sur l'endroit exact où il se trouvait. Mais bon, voilà. Mon Dieu. Okay, so let's start with China. D'accord. Commençons par la Chine. Il y a quelque chose de très étrange. Il n'y a pas si longtemps, Biden a accordé une interview au magazine Time. Je pense que nous en avons parlé. Dans cette interview, le journaliste a affirmé que le directeur de la CIA, William Burns, a dit que Xi Jinping avait donné l'ordre d'attaquer Taïwan avant 2027. C'était peut-être il y a 2 semaines. Mais ensuite, ces derniers jours, il y a eu un article dans le Financial Times qui affirmait que Xi Jinping a dit que les États-Unis essaient de pousser la Chine à attaquer Taïwan et que la Chine ne va pas mordre à l'hameçon, du moins pas immédiatement. Donc, il y a une certaine contradiction. Selon le Financial Times, Xi Jinping a fait cette déclaration à Ursula von der Leyen. Quelle est votre opinion là-dessus? Que se passe-t-il? What is your take on that? What is going on? This is extremely strange. This is a very C'est extrêmement étrange. C'est une histoire très étrange. Ce qui se passe exactement est une très bonne question. Je ne suis pas sûr de le savoir moi-même. Parce que vous avez raison, nous recevons maintenant des récits complètement contradictoires. Certaines personnes disent que les Chinois sont incroyablement agressifs et veulent attaquer Taïwan. D'autres disent, au contraire, Xi Jinping se plaint à Ursula von der Leyen que les Américains essaient de le provoquer dans une guerre à propos de Taïwan. Maintenant, laissez-moi vous donner mes propres réflexions à ce sujet. Premièrement, je ne crois pas que Xi Jinping aurait dit à Ursula von der Leyen, de toutes les personnes, que peu importe ce que font les États-Unis, il ne va pas se laisser, lui et la Chine, être provoqués dans une guerre à propos de Taïwan. Je ne pense pas qu'il lui dirait cela. Taiwan. I don't think he would say that to her, and I think that he wouldn't say that for another reason, which is Je pense qu'il ne dirait pas cela pour une autre raison. Cela communique essentiellement à Ursula von der Leyen, et par extension aux Américains, que la ligne rouge que les Chinois ont sur l'indépendance de Taïwan n'existe pas. Je ne pense pas que Xi Jinping ferait jamais cela. Ce qui s'est probablement passé, et c'est mon hypothèse, c'est que Xi Jinping a expliqué, pas pour la première fois, que la Chine ne cherche pas la guerre à propos de Taïwan. Il a probablement dit que les Américains créent une situation où une telle guerre pourrait se produire, et que les Chinois ne veulent pas être entraînés dans une guerre avec les États-Unis. Je pense qu'elle l'a probablement rapporté aux Américains, aux Britanniques et à d'autres, parce que le Financial Times est un journal britannique. Intentionnellement ou non, quelqu'un a peut-être mal compris cela et l'a interprété comme signifiant que Xi Jinping a dit que la Chine ne serait pas du tout entraînée dans une guerre à propos de Taïwan. Alternativement, quelqu'un pourrait avoir déformé ses propos pour rassurer l'Occident que les avertissements de la Chine ne sont qu'un bluff. C'est l'un ou l'autre. Je penche plutôt pour le premier, mais cela pourrait être le second. I lean more to the first, but it could be the second. But
Mais je ne pense pas que l'article du Financial Times soit exact, pas dans la manière dont il rapporte la conversation. Comme je l'ai dit, ce serait complètement incohérent avec ce que nous savons que Xi Jinping a dit à d'autres personnes. Je ne crois pas qu'il ait dit que la Chine ne fera jamais la guerre pour Taïwan. L'article affirme également que s'il faisait la guerre pour Taïwan, tous les accomplissements du peuple chinois seraient en danger et l'espoir de la Chine pour le renouveau serait anéanti. Je ne crois pas qu'il aurait dit des choses comme ça à Ursula von der Leyen. Je ne peux pas imaginer qu'il effacerait en effet sa propre ligne rouge. Je ne crois pas cela. Oui, c'est ce que je pense aussi. Parce que dans ce cas, Taïwan déclarerait simplement son indépendance, n'est-ce pas? Si c'est si clair. Mais je pense que Xi Jinping a probablement dit à un moment donné que pour résoudre le problème de Taïwan, la Chine a son propre calendrier. Donc ils ne suivent pas le calendrier de quelqu'un d'autre. Quand il a dit quelqu'un, il faisait clairement référence aux États-Unis et à l'Occident. Donc, cela pourrait être quelque chose comme ça qu'il a dit. De plus, est-il possible que les États-Unis et l'Occident pensent qu'ils ont entraîné Poutine dans une guerre et qu'il a mordu à l'hameçon? Ils pourraient penser qu'ils essaient de faire la même chose avec Xi Jinping, mais qu'ils ne tombent tout simplement pas dans le piège. Est-ce que cela pourrait être quelque chose? Eh bien, cela pourrait faire partie de l'explication. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il l'aurait rendu public de cette manière. Pour moi, il semble que le Financial Times essaie de faire comprendre qu'il n'y a pas de ligne rouge chinoise concernant Taïwan. La ligne rouge dont nous entendons parler n'est pas réelle. Il y a probablement eu une conversation entre Xi Jinping et Ursula von der Leyen qui, soit dit en passant, est très hostile à la Chine. Je pense que je dois le dire. Elle adopte une position très américaine sur la question, tant de la Chine que de Taïwan. Mais je pense qu'il a probablement expliqué à nouveau que la Chine ne cherche pas la guerre à propos de Taïwan. Nous comprenons quelle catastrophe une telle guerre serait. Ce serait très mauvais pour la Chine et très mauvais pour les États-Unis également. Nous ne cherchons pas la guerre, mais les actions que les Américains entreprennent finiront par nous pousser à faire quelque chose que nous préférerions ne pas faire. Il est tout à fait plausible qu'il ait dit à Ursula von der Leyen qu'ils ne vont pas se laisser dicter par les Américains quand ils répondront. Ils répondront à leur manière, en leur temps. We will respond in our own way, in our own time. And again, it's entirely possible that Et encore, il est tout à fait possible qu'une personne comme Ursula von der Leyen, qui, pour être franc, n'est pas la plus subtile ou intelligente, ait mal compris cela et l'ait vu comme Xi Jinping reculant et disant qu'ils ne vont pas répondre du tout. Je l'ai dit de nombreuses fois d'ailleurs. C'est une de mes phrases qui remonte à environ 10 ans. Il ne faut jamais bluffer Pékin. Les Chinois ne bluffent pas eux-mêmes. Si vous essayez de les bluffer, ils appelleront votre bluff. C'est la première loi de la diplomatie que tout le monde doit comprendre. Je ne pense pas que les gens en Occident le comprennent. Non. Eh bien, en parlant de cette échéance de 2027, qu'en pensez-vous? Selon un journaliste du Times, William Barn, Xi Jinping l'a ordonné. Il y a aussi un autre article dans le Washington Post intitulé « L'armée américaine prévoit un enfer pour dissuader la Chine d'attaquer Taïwan ». Cet article a beaucoup attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Pendant quelques jours, tout le monde en parlait à cause du mot « enfer ». Dans cet article, il est dit que pour tout président américain, envoyer des hommes et des femmes américains défendre une petite démocratie de l'autre côté du monde serait une décision très difficile.
would be a very tough call. That's why plan A is to deter Xi from C'est pourquoi le plan A est de dissuader Xi de tenter une invasion en s'assurant qu'il ne regarde jamais à travers le détroit de Taïwan et ne voit une victoire facile. C'est ce que Samuel Paparo, le nouveau chef du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, m'a dit lors d'une interview. Il a dit qu'ils veulent offrir au monde une guerre courte et brutale afin qu'elle soit un fait accompli avant que le monde ne puisse s'organiser. Paparo m'a dit en marge du dialogue annuel de Shangri-La, « Mon travail est de m'assurer qu'entre maintenant et 2027 et au-delà, l'armée américaine et ses alliés soient capables de l'emporter. » Je doute que Xi Jinping ait fixé 2027 comme date limite. Qu'en pensez-vous? Xi Jinping put 2027 as a deadline. What do you think? Well, I think this is a complete piece of imagination. I mean, how would William Eh bien, Burns know? je pense que c'est une pure invention. Comment William Burns pourrait-il savoir? Le gouvernement chinois et l'état-major chinois gardent leurs secrets pour eux. Ils ne vont pas appeler Washington et dire à William Burns « Nous nous préparons à attaquer Taïwan en 2027, donc vous avez tout ce temps pour vous préparer. » C'est absolument absurde. C'est le genre de fausses nouvelles, le genre de désinformation que les Américains répandent et colportent tout le temps. Nous pourrions donc, je pense, complètement ignorer cela. Je veux dire, la CIA dont nous parlons ici, parce que William Burns est le directeur de la CIA, n'est pas une source fiable pour ce genre d'informations. Si cela n'était pas évident jusqu'à présent, cela devrait l'être. Je veux dire, il n'y a absolument aucune réalité derrière cela. Maintenant, j'espérais que vous me poseriez des questions sur cet article, Hellscape, parce que c'est un exemple tellement intéressant de la façon dont les Américains se comportent. C'est vraiment un aveu de faiblesse. Really, it's an admission of weakness. It's an admission that the United States cannot commit. C'est un aveu que les États-Unis ne peuvent pas engager leur armée pour défendre Taïwan. Ils ne peuvent pas engager leurs forces navales dans le détroit de Taïwan parce que les Chinois les détruiraient. Les pressions politiques au sein des États-Unis contre une telle guerre seraient écrasantes. Alors que font-ils? Ils font ce qu'ils font toujours. Ils ne reculent pas. Ils ne tirent pas les conclusions politiques évidentes et logiques. Au lieu de cela, ils optent pour une solution de propagande à leurs problèmes. Ils répandent cette histoire d'une flotte et d'une armée de drones, drones maritimes et drones navals, et comment ils vont viser une guerre courte plutôt qu'une guerre longue et vaincre les Chinois de cette manière. Short war as opposed to a long war and defeat the Chinese in this fashion. Well, I mean, I'm not a military person, but Eh bien, je ne suis pas un militaire, mais je peux voir instantanément les problèmes avec cela. Tout d'abord, dans tout type de guerre de drones, la Chine, par définition, a l'avantage, car elle fabrique bien plus de drones que les États-Unis. Elle est beaucoup plus familière avec ce type de technologie. Les Russes ont utilisé la technologie des drones en Ukraine à grande échelle, et ils vont partager tout cela avec la Chine. En fin de compte, la Chine a une capacité industrielle bien plus grande que les États-Unis. J'ai lu quelque part un article qui, je pense, sous-estime même cela, disant que l'industrie manufacturière de la Chine est 2 fois plus grande que celle de l'Amérique. Je pense que c'est en fait plus que cela. I think it's more than that myself, actually. So, in any conflict, donc, dans tout conflit où vous utilisez des robots et des machines pour combattre au lieu des personnes, vous allez en fait constater que les Chinois ont l'avantage, surtout dans les zones proches de leurs côtes. L'idée que les Chinois de tous les peuples ne peuvent pas trouver une solution à cela est ridicule. Ce que cela nous dit de tout ce discours, c'est que la marine américaine comprend, au fond, qu'elle ne peut pas gagner une guerre contre la Chine près de Taïwan. Les États-Unis ne peuvent pas soutenir une longue guerre contre la Chine, à la fois pour des raisons politiques et techniques militaires. Troisièmement, ils n'ont pas de véritable solution à cela, sauf proposer des idées de science-fiction que les Chinois seront évidemment capables de contrer.
C'est un problème politique que les Américains ont créé pour eux-mêmes. La réponse est politique. Vous parlez à la Chine. Vous dites, absolument, nous respectons non seulement la politique d'une seule Chine, à laquelle nous avons adhéré dans les années 1970, et nous avons eu tous ces communiqués à cette époque, mais ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous n'allons pas continuer à le faire. Nous n'allons pas envoyer de troupes à Taïwan. We are not going to continue to do. We're not going to send troops to Taiwan. We're not going to supply Taiwan with weapons. Nous n'allons pas fournir des armes à Taïwan. Nous n'allons rien faire de tout cela. Nous allons essayer de trouver une solution politique avec vous pour éviter une guerre. S'ils faisaient cela, le monde serait plus sûr. Les États-Unis seraient dans une meilleure position. Les habitants de Taïwan, qui évidemment n'ont pas besoin d'être jetés au milieu d'une guerre, seraient également plus en sécurité. Le monde respirerait plus facilement. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas faire cela. Alors ils essayent de bluffer la Chine. Vous vous souvenez de ce que je viens de dire? Ne jamais bluffer la Chine. Ils essayent de bluffer la Chine avec des histoires fantastiques sur des flottes et des drones. Dans cet article, il était également mentionné qu'il y a une pénurie de fonds. Alors je me demande si cela fait aussi partie de l'objectif. Ils veulent toujours plus d'argent. Ce qu'il dit, c'est que même si le budget militaire des États-Unis est bien plus grand que celui des 10 pays suivants réunis, il pense que le budget pour la région Asie-Pacifique, où il se concentre principalement, n'est pas suffisant. Donc le budget global est important, mais il veut que sa part augmente. Il doit y avoir un peu de ça aussi, non? Il veut plus d'argent. Bien sûr qu'il en veut. Bien sûr qu'il le fait. C'est toujours de cela qu'il s'agit. Il s'agit toujours d'argent, en fin de compte. De plus en plus d'argent. Il n'y en a jamais assez. Peu importe combien d'argent vous dépensez, vous en aurez toujours besoin de plus. Tout d'abord, il y a une erreur logique à la base de cela. Si les États-Unis prennent des engagements illimités partout, ils auront besoin d'argent illimité. Par définition, cela n'existe pas. Donc, votre budget militaire ne sera jamais suffisant si vous devez combattre tout le monde partout. C'est évident. Mais bien sûr, la nature même du système de passation des marchés américains signifie que plus vous dépensez d'argent, plus vous allez en avoir besoin. Nous l'avons vu avec l'Ukraine. Les États-Unis doivent, ou du moins le disent-ils, augmenter leur production d'obus de 155 mm. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils jettent de l'argent sur le problème. Et oui, ils obtiennent quelques obus de plus, mais à un coût par obus beaucoup plus élevé. Le coût par obus augmente plus rapidement que le nombre d'obus. Cela se produit lorsque vos capacités de production ne correspondent pas aux ressources financières que vous y consacrez. Les États-Unis ne peuvent pas égaler la Chine en matière de production de drones. Non, mais ils sont très bons pour bluffer. Un autre exemple est Stoltenberg. Je pense qu'il bluffe, mais j'espère que non. Il a dit au British Telegraph que les membres de l'OTAN consultaient sur le déploiement de plus d'armes nucléaires, les sortant du stockage et les mettant en attente face aux menaces croissantes de la Russie et de la Chine. Alors, pensez-vous qu'il bluffe? Oui, il bluffe presque certainement. Il y a un bon article à ce sujet dans Asia Times par Stephen Bryan, un ancien responsable du Pentagone. Il a souligné que le nombre d'armes nucléaires tactiques que possèdent les États-Unis est une fraction de ce que les Russes ont en Europe. Et cela ne prend même pas en compte les Chinois. Ce serait une catastrophe absolue pour les États-Unis et surtout pour l'Europe, de se retrouver dans une situation où des armes nucléaires tactiques seraient utilisées. Stephen Bryan a également souligné que, même s'ils essayaient de déployer ces armes, les moyens réels de les utiliser sont très limités.
surtout contre la Chine. C'est une tentative de contrer les avertissements russes en émettant leurs propres avertissements. Mais les Russes ne sont pas dupes, et les Chinois certainement pas. Le poker est un jeu américain, et le bluff en est une partie importante. Mais les Chinois n'utilisent pas le bluff dans leur diplomatie. C'est un pays avec des millénaires de savoir-faire étatique derrière lui. Ils peuvent voir à travers ce genre de tactique. Le poker, je pense, est un jeu très occidental. Si vous regardez les jeux auxquels les gens jouent, cela peut vous en dire quelque chose sur la culture. En Chine, les gens jouent au Go et au Mahjong. Aucun de ces jeux ne nécessite de bluffer. Eh bien, le Go, qui est un jeu chinois, y est originaire. Je connais un peu l'histoire du Go et j'ai essayé d'y jouer. C'est le jeu le plus intellectuel et à certains égards le plus difficile de tous. Le degré de clarté intellectuelle et de puissance nécessaire pour y jouer avec succès est bien supérieur à celui des échecs. Mais vous avez tout à fait raison. Le poker est un jeu très américain. Il est basé sur le bluff, qui est une forme de tromperie. Le bluff peut fonctionner lorsque l'autre côté ne peut pas lire vos cartes. Mais dans cette situation, les Chinois le peuvent. Ils savent combien de drones l'Amérique peut produire. Ils voient les chiffres du budget aux États-Unis. Ils sont bien conscients des contraintes de l'industrie américaine et ils savent combien il y a d'armes nucléaires tactiques. Je soupçonne que les Chinois sont beaucoup mieux informés sur ces choses que beaucoup de gens à Washington. D'accord. Beaucoup de gens à Washington ne sont pas très curieux, même à propos de leur propre pays. Ils ne semblent pas intéressés à comprendre les nuances des affaires internationales, comme la situation entre la Russie et l'Ukraine ou les problèmes avec la Chine. Je parie que beaucoup d'entre eux ne savent pas grand-chose sur ces sujets nuancés. Vous avez tout à fait raison. Ils ne le font pas et ils ne sont pas intéressés à le découvrir. C'est ça le problème. Oui, parlons un peu des BRICS. Donc, il y a des nouvelles selon lesquelles l'Arabie saoudite ne renouvellera pas l'accord du pétrodollar. Nous avons parlé de l'Arabie saoudite la dernière fois et de son adhésion aux BRICS. Mais maintenant, il y a des nouvelles disant que l'Arabie saoudite ne renouvellera pas l'accord du pétrodollar. Cependant, beaucoup de gens ont souligné qu'il n'y a pas de contrat formel. Vous ne pouvez pas vraiment trouver ce contrat. Alors, quel est votre avis là-dessus? Je suppose qu'il y a une sorte d'accord et il est censé expirer le 9 juin. L'Arabie saoudite n'a pas signé de nouvel accord avec les États-Unis. Certaines personnes disent que ce n'est pas vrai. Qu'en pensez-vous? Que se passe-t-il? D'accord. Quelqu'un répand cette histoire, et j'en suis arrivé à une conclusion très claire quant à savoir qui c'est. Ce sont les Saoudiens eux-mêmes. Les Saoudiens répandent cette histoire qu'il y a ce contrat. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des années 70, il y a eu un accord immédiatement après la crise pétrolière de 1973. Les Saoudiens donneraient un soutien au dollar en fixant tous les prix du pétrole en dollars. En retour, les États-Unis permettraient aux Saoudiens d'investir 50% des recettes dans des titres américains. C'était donc l'accord qui a été conclu. Je ne sais pas dans quelle mesure il a été formalisé dans un document officiel, mais il est resté en vigueur depuis lors. Il y a probablement des documents et des accords qui ont été échangés entre les départements du commerce et du Trésor des États-Unis et les Saoudiens depuis lors, que nous n'avons jamais réellement vus. Maintenant, ce qui s'est passé, je pense, c'est que l'année dernière, l'Arabie saoudite a pris deux décisions. Premièrement, ils ont décidé d'accepter le paiement du pétrole en yuan. Je me souviens qu'ils l'ont dit l'année dernière.
Deuxièmement, ils ont décidé de rejoindre les BRICS. Cela a signalé qu'ils avaient déjà pris la décision de commencer à se diversifier hors du dollar. Ils ont donc subi une certaine pression de la part des Américains ces derniers mois. Ils ont concédé quelque chose aux Américains sur quelques points, comme les ventes d'armes et tout cela, mais ils ont équilibré cela en faisant circuler cette histoire selon laquelle ils se sont maintenant officiellement retirés de cet accord. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un accord dont ils puissent se retirer formellement. Comme je l'ai dit, la décision a clairement été prise l'année dernière. Mais d'une manière ou d'une autre, si vous examinez d'où viennent tous ces commentaires, vous voyez qu'ils proviennent des Saoudiens. Un conseiller du ministère saoudien du pétrole en a parlé sur Sputnik, par exemple, et en a parlé comme si c'était vrai. Donc les Saoudiens eux-mêmes disent à tout le monde que l'arrangement du pétrodollar est mort. Et c'est un fait important. Eh bien, d'accord. Entre-temps, la Russie a également arrêté tout commerce en euros et en dollars sur son marché boursier. Ou même plus que cela, je pense. Et puis les pays de l'ASEAN, il n'y a pas si longtemps, ont également conclu un accord qui n'est pas beaucoup rapporté, selon lequel ils utiliseraient leur propre devise au lieu du dollar. De plus en plus de pays en Afrique veulent également que les États-Unis et la France partent. Pensez-vous que les États-Unis vont rester les bras croisés et regarder tout cela se produire? Que vont-ils faire? Je pense que les États-Unis sont absolument déconcertés par ce qui se passe. Les événements se déroulent à une vitesse et d'une manière qu'ils n'avaient tout simplement pas prévue. Ils essayent encore de comprendre comment réagir à tout cela. La mesure que les Russes viennent de prendre découle d'une décision américaine de sanctionner la bourse de Moscou. La communauté financière russe est très petite comparée aux grands centres financiers comme Shanghai. Je l'ai vu. Ce ne sont que quelques bâtiments et un petit nombre de traders. Ils utilisent un seul bureau de négociation pour échanger des roubles contre des dollars et des euros. Maintenant que ce bureau de négociation est sanctionné, ils devront trouver un autre moyen de le faire. Dans d'autres pays, il n'y a pas qu'un seul bureau de négociation pour de tels échanges. Mais à Moscou, il y en avait. Donc, dans la mesure où ils se retrouvent à détenir des dollars ou des euros, ils pourront probablement encore les convertir en roubles et vice-versa. C'est juste qu'ils ne pourront plus le faire par l'intermédiaire de la bourse de Moscou. L'histoire plus importante est que d'autres pays s'éloignent de plus en plus du dollar. La raison en est les sanctions. Les États-Unis deviennent fous de sanctions. Une histoire beaucoup plus importante, à mon avis, que la bourse de Moscou étant sanctionnée, et que les États-Unis ont annoncé qu'ils appliqueront désormais des sanctions secondaires contre toute institution financière, ou du moins se réservent le droit d'imposer des sanctions secondaires contre toute institution financière qui entreprendrait des transactions avec toute entité commerciale ou économique en Russie. Les raisons sont que la Russie est maintenant une économie de guerre. Donc toute transaction économique avec les Russes, sous quelque forme que ce soit, aide l'économie de guerre et par conséquent l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cela signifie que toute banque ayant des relations avec une entité corporative russe pourrait être affectée. Il pourrait même ne pas s'agir d'une relation directe. Par exemple, une banque pourrait fournir des fonds à une entreprise dont le fournisseur a un contrat avec les Russes. Toute entité financière pourrait désormais se retrouver sanctionnée. Si vous lisez l'annonce du Trésor, il est assez évident quelle banque il cible. C'est celle de la Chine, avant tout.
Et donc ils se donnent maintenant le droit de sanctionner les banques chinoises sans avoir besoin d'un décret présidentiel, car ce sont des sanctions secondaires. C'est vraiment étonnant. Mais les pays d'Asie, en particulier les pays de l'ASEAN, doivent commercer avec la Chine. La Chine est leur principal partenaire commercial. Ils ne peuvent pas simplement arrêter de commercer avec la Chine. Des décisions comme celle-ci incitent les pays à abandonner le système du dollar parce qu'ils veulent continuer à commercer. Ils doivent payer les Chinois pour les choses qu'ils achètent et recevoir de l'argent de la Chine pour les choses qu'ils vendent. Donc, cela accélère le processus. Je ne pense pas que les Américains sachent vraiment comment réagir. C'est comme essayer de retenir de l'eau en serrant plus fort. L'eau se répand simplement. Vous ne pouvez pas contrôler ce processus. Que fait l'Amérique? Va-t-elle faire la guerre à tout le monde pour les forcer à ne pas commercer avec la Chine ou la Russie? Non, bien sûr que non. Alors, ils sanctionnent tout le monde à la place, ce qui accélère l'éloignement du dollar. Nous voyons déjà cela se produire. Une chose que j'ai également remarquée, c'est que souvent, ils n'ont même pas de preuves pour sanctionner quelqu'un. Prenez Huawei, par exemple. Lorsqu'ils ont détenu Meng Wanzhou, ils ont affirmé que c'était parce que Huawei faisait des affaires avec l'Iran, ce qui devrait être sanctionné. Cependant, je n'ai vu aucune preuve convaincante présentée pour étayer cette affirmation, mais ils ont quand même procédé. Donc il ne s'agit pas seulement de sanctions secondaires. Ils disent essentiellement « Je pense que vous avez fait ceci, je pense que vous avez fait cela, donc je peux vous sanctionner, n'est-ce pas ?» Oh, c'est exactement correct. C'est exactement ce qu'ils font. Ils agissent comme juges et jurys dans leur propre tribunal. Ils disent « Vous êtes coupable ». Vous arrivez et demandez quelles sont les preuves. Et ils répondent « Je ne vais pas vous fournir les preuves. J'ai les preuves et je prends la décision. Alors partez. » Ils procèdent à faire ce qu'ils veulent parce qu'ils croient que vous n'avez pas le droit de voir les preuves ou de fournir une défense. Ils ne sont pas intéressés par toute défense que vous pourriez avoir parce qu'ils prétendent déjà connaître la vérité. C'est ce genre de raisonnement circulaire fou qui est appliqué ici. Et bien sûr, c'est désastreux et complètement faux. Cela revient simplement au fait que les sanctions sont un instrument totalement arbitraire, un instrument de pouvoir. Les sanctions sont détachées de tout concept juridique. Elles sont complètement éloignées de toute question juridique. Lorsque vous parlez de preuves, vous parlez d'un concept juridique. Les sanctions n'ont aucun concept juridique ou théorie juridique derrière elles. La Constitution des États-Unis n'autorise pas les États-Unis à imposer des sanctions. Il est important de noter qu'aucun des traités qui sous-tendent l'Union européenne ne le fait non plus. Ni le droit international. Le droit international précise qu'une seule agence a le droit d'imposer des sanctions, à savoir le Conseil de sécurité, exerçant ses droits en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Aucune autre agence ne le fait. Donc parler de preuves revient à traiter cela comme une question juridique. Le processus ne concerne pas la légalité. C'est une pure affirmation de pouvoir. En parlant de pouvoir, le G7 a d'abord eu une réunion. Je ne vois pas ce qu'ils en ont vraiment tiré. Peu de temps après, tout le monde du G7 est allé à la conférence de paix, sauf une personne qui n'y est pas allée. Kamala Harris y a assisté, mais elle n'est restée qu'un jour, puis est partie. Je pense que plus qu'elle est partie tôt, d'autres personnes l'ont fait aussi. La conférence de paix a été très décevante. Cela a dû être particulièrement décevant pour Zelensky. Alors, quelle est votre évaluation globale de la réunion du G7 et de la conférence de paix? Que se passe-t-il là-bas? Assessment for both the G7 and the peace conference. What is going on there?
D'accord, la réunion du G7 était terrible. C'était une réunion absolument terrible. Elle n'a abordé aucun des problèmes que l'Occident a réellement. Elle a publié un communiqué qui était horrible à propos de la Russie. Eh bien, on s'y attendait. Mais c'était encore pire à propos de la Chine. Elle a mentionné la Chine 28 fois et a blâmé la Chine pour tout. S'il y a des problèmes dans le système industriel en Occident, si l'Occident ne produit pas assez de panneaux solaires, s'il y a des pénuries de ceci ou des excès de cela, si l'Occident perd en Ukraine, peu importe, c'est la faute de la Chine. C'était affreux. C'était un document absolument terrible. Il montrait un tel degré d'hostilité envers la Russie, ce que nous avons fini par accepter, mais aussi envers la Chine, ce qui est tellement immérité. C'était affreux. Et tout cela a été fait avec à peine de débats ou de discussions. On a l'impression que le président Biden n'est plus capable de participer aux discussions de manière significative. Ensuite, comme vous le dites à juste titre, ils quittent tout l'Italie. Ils prennent des hélicoptères et des jets pour le prochain pays au nord, qui est la Suisse. Là, ils assistent à la réunion du sommet. Ce sommet est censé être un sommet pour la paix, mais ce n'est pas le cas. Ils élaborent une déclaration finale incroyablement compliquée. Il faut la lire pour voir à quel point elle est alambiquée. Mais en gros, c'est une sorte de tromperie. C'était une sorte de ruse pour amener la plupart du monde à condamner la Russie et à se ranger du côté de l'Occident dans ce conflit, afin qu'ils puissent présenter une sorte d'ultimatum contre la Russie. Et bien sûr, ce qui s'est passé, c'est qu'en dehors de l'Occident, tout le monde a vu clair dans le jeu. Donc la Chine s'est abstenue, ce qui était absolument la bonne chose à faire. L'Inde et quelques autres pays ont décidé d'envoyer des représentants, mais ils ont refusé de signer le communiqué final. Le Brésil n'a envoyé qu'un observateur qui a également refusé de signer le communiqué final. Il y a 193 États aux Nations Unies. Des invitations ont été envoyées à 160. Selon les organisateurs, 92 pays ont assisté. Selon les organisateurs, 80 pays ont signé le communiqué. J'ai vérifié le communiqué et j'ai trouvé qu'il y avait en fait 82 signatures à l'origine. Trois de ces signatures provenaient de l'Union européenne, c'est-à-dire des institutions européennes. Le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont chacun signé séparément ce communiqué. Le patriarche de Constantinople, qui est un prêtre orthodoxe et non un État, l'a également signé. Le Conseil de l'Europe, qui est un autre organe faisant partie de la communauté européenne, l'a aussi signé. Trois pays qui étaient censés avoir signé, l'Irak, la Jordanie et le Rwanda, ne l'ont en fait pas fait, et se sont plaints d'être répertoriés comme signataires alors qu'ils ne l'étaient pas. Les pays répertoriés comme ayant signé ce communiqué comprenaient le Kosovo et, je crois, Taïwan, bien que je n'en sois pas absolument sûr. En d'autres termes, des pays fictifs comme Andorre. En fin de compte, seuls 76 États l'ont signé sur 193. Les États en question sont tous alignés avec l'Occident. Ce fut un désastre absolu. Comme je l'ai souligné dans une émission récente que YouTube n'a pas appréciée et a tenté de supprimer, comparez les 76 pays majoritairement pro-occidentaux qui ont signé ce communiqué avec les 141 pays de l'Assemblée générale des Nations unies qui ont condamné la Russie pour sa soi-disant invasion de l'Ukraine le 2 mars 2022. Lorsque cela a été présenté devant l'Assemblée générale, vous pouviez voir comment entre mars 2022 et maintenant, le soutien à la position occidentale sur l'Ukraine s'est complètement effondré. La plupart du monde adjoignent.
Pensez-vous qu'il y a une lassitude concernant l'Ukraine ou Zelensky, même parmi les dirigeants européens et américains? Je pense qu'il y a de la fatigue, bien qu'ils seraient très nerveux à l'idée de l'admettre. Si vous lisez les discours des dirigeants européens, ce que j'ai fait, et écoutez certains d'entre eux, ils étaient terribles. On aurait dit qu'ils avaient tous été écrits par le même scénariste. Certaines des mêmes tournures de phrases revenaient sans cesse. Nous devons nous rappeler que dans cette guerre, il y a une victime et un agresseur. La victime est l'Ukraine. L'agresseur est la Russie. Cela a été répété encore et encore par leader après leader. C'était totalement robotique. Mais derrière tout cela, il y a de la fatigue. Certainement, il y a de la fatigue parmi le public européen. Les élections au Parlement européen l'ont clairement montré. Mais bien sûr, il y a maintenant certains pays qui commencent à exprimer ouvertement des doutes. Ce ne sont pas seulement des pays comme la Hongrie, la Slovaquie, la Serbie et la Turquie qui critiquent la politique. Nous commençons à voir le gouvernement italien devenir de plus en plus critique, ainsi que le gouvernement espagnol. Les gouvernements commencent à dire, écoutez, nous ne pouvons pas continuer comme ça, nous devons avoir des négociations. Ces négociations doivent être sérieuses. Elles doivent impliquer les Russes. Pour le moment, le bloc de l'OTAN tient à peu près ensemble, même si ses positions s'érodent à l'international. Je pense que cette conférence en Suisse, d'ailleurs, aura créé davantage d'inquiétudes et de doutes parmi les dirigeants les plus intelligents. Ils auront vu à quel point le soutien s'éloigne. Une chose que je lisais concernait la vérification des médias chinois. Il semble qu'il y ait plus d'informations expliquant la visite de Li Hui. Il a visité l'Ukraine 2 fois, n'est-ce pas? Li Hui est l'envoyé chinois. Il a visité l'Ukraine en mai dernier, mais n'a rien accompli. Il y a différents détails et commentateurs qui en discutent, mais il semble que la Russie soit prête à envisager l'idée concernant ces régions. Plus précisément, les 4 régions qui appartenaient à l'Ukraine et qui sont maintenant sous contrôle russe. Maintenant, la Russie est prête à envisager l'idée que ces 4 régions puissent encore être revendiquées par l'Ukraine, mais avec plus d'indépendance. Cela pourrait servir de point de départ pour des négociations. Essentiellement, la Russie est prête à fournir une sorte de couverture diplomatique au gouvernement ukrainien. Cependant, Zelensky a rejeté cela. En juin, l'Ukraine a lancé une contre-offensive qui ne s'est pas très bien passée. Puis, en novembre, Poutine a annoncé que ces régions participeraient à l'élection présidentielle russe, ce qui est un signe clair que ces régions sont considérées comme faisant partie de la Russie. Et puis en mars de cette année, Li Hui a de nouveau visité l'Ukraine. Nous avons parlé de la façon dont il y a été maltraité. Ils ne lui ont montré aucun respect. Il a de nouveau évoqué l'idée que la Russie accepte de fournir une sorte de couverture diplomatique pour l'Ukraine. Cela signifierait ne pas déclarer clairement tous les territoires que la Russie a pris comme russes comme point de départ pour les négociations. Cependant, cela a de nouveau été rejeté. Plus tard, cette année, Poutine a exigé un retrait complet des troupes ukrainiennes de ces territoires. Alors, je suppose que lorsque la Russie a pris le contrôle, ils n'ont pas simplement demandé à toutes les troupes ukrainiennes de partir. Ils ont d'une certaine manière coexisté là-bas. Je pense que la raison était d'utiliser cela comme un moyen de donner une couverture diplomatique à l'Ukraine. Mais tous ces efforts ont été rejetés. Il semble que c'est ce que faisait Li Hui. Qu'en pensez-vous? Si c'est le cas, je pense en fait que la Russie fait une assez grande concession pour négocier. La Russie n'a pas dit qu'elle allait le faire, mais elle est ouverte à ces idées.
What do you The think? Chinese reports are absolutely correct. Les rapports chinois sont absolument corrects. Et nous pouvons le dire avec confiance. Si vous vérifiez ce que Poutine a dit il y a quelques jours, la semaine dernière, lors du Conseil du ministère russe des Affaires étrangères, il a exposé les conditions pour les négociations. Il a dit que les conditions pour les négociations étaient les suivantes. Premièrement, l'Ukraine devait s'engager à ne pas rejoindre l'OTAN. C'est une ligne rouge absolue pour la Russie qui n'est pas négociable. Les Russes l'ont répété maintes et maintes fois, cela remonte à 2008 et même avant. C'est la grande ligne rouge russe. Mais sur les 4 régions, il a dit ceci. Il n'a pas dit que l'Ukraine devait reconnaître ces 4 régions comme faisant partie de la Russie. Il a dit que l'Ukraine devait retirer ses troupes des 4 régions. Maintenant, c'est une chose complètement différente. Il a dit que si l'Ukraine retirait ses troupes des 4 régions, alors la Russie négocierait. C'est ce qu'il a dit. Donc il ne fait pas de l'acceptation par l'Ukraine de la souveraineté russe sur les 4 régions une condition pour les négociations. Cela nous ramène au point que les médias chinois soulignent et que Li Wei essaye d'expliquer aux Ukrainiens. Retirez les troupes. Vous devez retirer les troupes. Mais nous sommes prêts à parler de tout le reste. Les Russes considèrent ces 4 régions comme russes, mais ils ne demandent pas à l'Ukraine de l'accepter. Bien sûr, le moment peut venir où cela changera. Eh bien, ne pensez-vous pas que c'est une concession assez importante, diplomatiquement, offrir à l'Ukraine une porte de sortie? C'est une concession. Cela fait exactement ce que vous dites. Cela ouvre une opportunité pour des négociations. Cela dit, regardez, nous comprenons que vous ne pouvez pas accepter cela. Voici notre position. Nous comprenons que vous ne pouvez pas l'accepter. Retirez vos troupes pour que nous puissions nous asseoir et discuter, et nous pouvons également avoir un cessez-le-feu, d'ailleurs, à condition que vous acceptiez également de ne pas rejoindre l'OTAN. Ensuite, nous pouvons avancer. Mais bien sûr, l'Ukraine ne fera pas cela. Ils insistent pour garder leurs troupes là-bas, ils insistent pour se battre, ils insistent pour que les troupes russes se retirent aux positions qu'elles occupaient le 1er janvier 2014. Et cela ne va pas arriver. Tout le monde peut le voir. Donc les Ukrainiens insistent sur des positions maximalistes, ce qui bien sûr ne laisse aucune place aux négociations. Les Russes ne font pas cela. Ils adoptent une position beaucoup plus modérée, prêts à négocier, mais les Ukrainiens n'écoutent pas. Ils continuent simplement à manquer des opportunités, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de pays comme la Chine et la Turquie qui essayent d'aider, mais ils croient toujours qu'ils doivent rejoindre l'OTAN. N'est-ce pas toujours ce à quoi cela se résume? Oui, je pense que c'est vrai. Le problème fondamental remonte à la politique occidentale qui refuse essentiellement de négocier ou de discuter la question de l'adhésion à l'OTAN avec tout pays tiers, peu importe à quel point cela pourrait être dangereux pour ce pays. Les puissances occidentales adoptent une position absolutiste et maximaliste sur cette question, qui, soit dit en passant, n'a aucune base légale. Les Ukrainiens ont également une position similaire. Il faut remonter à ce que j'appelle le mouvement Maïdan, le mouvement qui a pris le pouvoir en Ukraine en février 2014. Il ne consent jamais à des concessions et adopte toujours des positions maximalistes. Il s'attend à obtenir le soutien total de l'Occident, comme toujours. Il croit que s'il tient assez longtemps, l'autre camp s'effondrera et lui donnera ce qu'il veut. Ainsi, les Ukrainiens ne négocient jamais. Ils ne l'ont pas fait pour l'accord de Minsk. L'accord de Minsk leur offrait également une issue. Il aurait rendu le Donbass à l'Ukraine. Mais ils n'étaient pas prêts à le faire,
parce qu'ils n'étaient pas prêts à accorder même le niveau le plus limité d'autonomie aux régions du Donbass. C'est le problème. Vous devez traiter avec des gens qui ne négocient pas du tout. Ils ne l'ont jamais fait, à aucun moment, depuis que le mouvement politique qu'ils représentent a émergé dans la politique ukrainienne il y a environ 20 ans. Oui, et en attendant, ils continuent de se battre, n'est-ce pas? Ils continuent de se battre et ils continuent de perdre. De plus en plus de gens meurent et une plus grande partie de l'Ukraine est perdue. Mais de manière tempérée et viscérale, ils ne peuvent pas changer leur point de vue à ce sujet. L'un des autres problèmes est que parce qu'ils ont eu le soutien des États-Unis et dans une certaine mesure ont déjà gagné, ils ont pris le pouvoir en 2014. Ils ont remodelé le caractère de la partie de l'Ukraine qu'ils contrôlent de la manière qu'ils voulaient par la suite. Ils ont interdit tous les partis qui s'opposaient à eux. Ils ont pris l'habitude de penser que s'ils sont suffisamment intransigeants et refusent de négocier, tôt ou tard les choses se passeront comme ils le souhaitent. Bien sûr, cela ne peut se produire que s'ils ont le soutien inconditionnel de l'Occident. Et cela ne peut se produire que si l'Occident lui-même est aussi fort qu'il l'imagine. Si aucune de ces deux dernières conditions n'est vraie, alors ils jouent un jeu de tout ou rien. Dans ce cas, s'ils n'obtiennent pas tout, ils peuvent finir par ne rien obtenir. Oui, et je pense que Biden envoie en fait un message clair. Il n'est même pas allé à la conférence de paix. Kamala n'y est resté qu'une journée. Le message peut-il être plus clair qu'ils ne sont pas si intéressés? Vous voyez ce que je veux dire? Non, absolument. Je veux dire, les Américains à un certain niveau commencent à en avoir assez de l'Ukraine. C'est maintenant bien établi. Nous avons des articles à ce sujet dans le Financial Times. Les Américains deviennent très frustrés par Zelensky lui-même. Bien sûr, ils blâment Zelensky, mais il n'est qu'un exemple de cet état d'esprit parmi les Ukrainiens en général. Il y avait un long article dans le Financial Times parlant de paranoïa et de délire de la part des Ukrainiens. Ils font toujours des demandes incessantes d'aide et insistent pour qu'on leur donne absolument tout, que l'Amérique les priorise au-dessus de tout le reste. Ce colossal sentiment de droit que les Ukrainiens ont. Et vous savez, les Américains deviennent frustrés et exaspérés par cela. Mais oui, ils se sont pas présentés à la conférence. Je veux dire, Biden n'y est pas allé. Kamala est partie dès qu'elle a pu. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé le courage ou la sagesse, peut-être plus que le courage, de simplement dire aux Ukrainiens « Assez ! Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer et tout attendre de nous. Vous devez faire des compromis. » Et je ne pense pas que les Américains feront jamais cela, parce que bien sûr, quand nous parlons des Américains, ils ne sont pas unis sur cette question entre eux. Il y a des gens aux États-Unis qui soutiennent l'Ukraine dans la poursuite de ses objectifs maximalistes. Pas parce qu'ils se soucient de l'Ukraine, parce qu'ils ne le font pas, mais parce qu'ils détestent la Russie, et ils détestent aussi la Chine. Ils pensent que s'ils battent la Russie en Ukraine, ce sera une catastrophe pour la Russie et un désastre pour la Chine aussi. Donc, vous avez ce problème. Nous refusons simplement de regarder les faits sur le terrain. Une autre figure controversée est Netanyahou. Il a dissous son cabinet de guerre. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai lu que cela signifie que ceux qui restent seront encore plus intransigeants. Est-ce correct? Oui, absolument. C'est tout à fait correct. Le cabinet de guerre a été créé après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.
Cette attaque a conduit à une sorte de rassemblement au sein de la société israélienne. Les partis d'opposition, qui sont politiquement à gauche de Netanyahou et de son gouvernement, et qui prônent peut-être des politiques plus libérales ou modérées, ont rejoint le cabinet de guerre. Maintenant, ils ont quitté le cabinet de guerre, et ce qui reste est le gouvernement original, très radical, que Netanyahou avait avant le 7 octobre. Ce gouvernement a toujours une majorité au Parlement israélien, et est maintenant libre de poursuivre des politiques encore plus agressives qu'auparavant. Et envers de nombreux pays, pas seulement le Hamas, n'est-ce pas? Je veux dire, au Liban, il semble y avoir de plus en plus de conflits réels. Récemment, il y a aussi des nouvelles de Chine dont les gens discutent. L'Égypte a envoyé beaucoup d'artefacts précieux en Chine, à Shanghai, pour une exposition. Ils ont envoyé environ 700 à 800 artefacts, certains énormes et très précieux. Les gens sur les réseaux sociaux chinois spéculent, se demandant si l'Égypte se prépare à une véritable guerre avec Israël. Est-ce pour cela qu'ils envoient ces artefacts en Chine? Oui, eh bien, c'est très intéressant. Je ne le savais pas, mais je peux vous dire ce qu'Alistair Crooke, l'ancien diplomate britannique qui connaît bien cette région, a dit. Il a mentionné que les Égyptiens parlent ouvertement de la possibilité d'une guerre avec Israël à l'horizon. Il n'a pas mentionné l'incident avec tous les trésors envoyés par l'Égypte en Chine lorsque j'en ai discuté avec lui. Donc peut-être que c'est une peur réelle maintenant. Le problème, c'est le même que celui que nous venons de discuter avec l'Ukraine. Vous avez des extrémistes en Israël qui deviennent de plus en plus extrêmes. Ils poursuivent des objectifs maximalistes pour Israël depuis la fondation de l'État d'Israël. Tout comme vous avez un mouvement politique en Ukraine qui ne fait jamais de compromis sur ses objectifs les plus extrêmes, vous avez la même chose en Israël. Une force politique qui ne fait jamais de compromis sur quoi que ce soit de substantiel. Dans les deux cas, ils ont été encouragés à le faire parce qu'ils ont eu un soutien inconditionnel des États-Unis. Plutôt que de faire des compromis, ils sont prêts à escalader aux niveaux les plus extrêmes. Dans le cas d'Israël, ce mouvement politique dirige un pays qui, grâce aux Américains, possède des armes nucléaires. C'est très dangereux. Au lieu de faire des compromis, même s'ils perdent à Gaza, ils disent, eh bien, nous perdons à Gaza, alors que pouvons-nous faire? Nous allons élargir encore plus la guerre. Nous allons impliquer encore plus d'acteurs, parce que de cette façon, peut-être, nous pourrons faire intervenir les Américains pour nous sauver. D'une certaine manière, c'est presque prévisible, non? Parce que, où peut-il aller? Où peut aller Netanyahou? Je veux dire, il semble clair qu'il ne s'arrêtera pas. Donc, s'il ne s'arrête pas, la seule solution est de prolonger et d'escalader, non? Il ne peut pas non plus rester où il est, n'est-ce pas? Oui. Absolument. Vous avez raison à propos de Netanyahou. Netanyahou et Zelensky ont tous deux un intérêt personnel ici. Aucun des deux ne restera au pouvoir s'il y a compromis et paix. Cela les incite à adopter les positions les plus extrêmes. Donc vous avez tout à fait raison, il n'a pas d'autre choix que de continuer. S'il changeait complètement de position, il serait très rapidement hors du pouvoir et probablement en prison. Donc bien sûr, il adopte la ligne la plus extrême. D'ailleurs, les Américains se referent tout le temps Ealing. The Americans get into this mess all the time. They give unqualified support for all sorts of... Ils apportent un soutien inconditionnel à toutes sortes de personnes dangereuses qui ensuite refusent de négocier ou de faire des compromis, menant les États-Unis dans une impasse. Vous avez vu cela d'ailleurs en Chine, lorsque les Américains ont apporté un soutien total et inconditionnel à Chiang Kai-shek et au Kuomintang. Mao et Zhou Enlai ont rencontré les Américains
et ont dit « Écoutez, nous ne sommes pas contre vous. Nous voulons avoir de bonnes relations avec vous. Pourquoi soutenez-vous cet homme terrible et ces gens terribles ?» Les Américains ne voulaient pas écouter. Ils savaient à quel point Chiang Kai-shek était corrompu. Ils savaient à quel point il était incompétent, mais ils savaient aussi qu'il ne négocierait jamais et ne ferait jamais de compromis. Il n'a même pas compromis après l'incident de Xi'an. Vous savez, celui de 1937, quand il a été capturé par certains de ses propres généraux qui voulaient qu'il négocie. Ils connaissaient sa personnalité, mais ils l'ont quand même soutenu. Le résultat a été un désastre militaire total. Ils ont fait la même chose avec le Vietnam, Israël et l'Afghanistan. Vous vous souvenez du président Ghani? Lui non plus ne voulait pas négocier. Ils font la même chose avec l'Ukraine. Ils se retrouvent toujours dans ce pétrin, et chaque fois que ça tourne mal, ça empire pour eux. Pensez-vous que des personnes comme Zelensky ou Netanyahou, ou même le DPP à Taïwan, sont similaires? Toute l'existence du DPP semble être basée sur le désir d'indépendance vis-à-vis de la Chine. S'ils n'avaient pas ce sujet, ils n'auraient rien à offrir. Ils ne semblent pas savoir comment améliorer l'économie, par exemple. Il est beaucoup plus facile de créer un ennemi, comme la Chine continentale. La même chose s'applique à Marcos Jr. Il ne semble pas savoir comment diriger le pays ou améliorer l'économie. Au lieu de cela, il crée un ennemi en la Chine. Cela semble être la solution de facilité. Est-ce ainsi que ces personnes fonctionnent? Absolument. Bien sûr que ça l'est. Exactement. Si nous parlons du mouvement pour l'indépendance de Taïwan, je dois dire que c'est exactement la même chose. J'écoute leurs commentaires, leur façon de parler et leur colère et haine envers la Chine. Cela me rappelle immédiatement le mouvement Maïdan en Ukraine. Ils sont exactement les mêmes. Et vous avez tout à fait raison. S'ils n'avaient pas cela, ils n'auraient rien. Le mouvement Maïdan a gouverné de manière désastreuse en Ukraine. C'est le pays le plus pauvre et le plus corrompu d'Europe. Taïwan a été développé au fil des décennies avec l'aide de la Chine, soit dit en passant. Je dis juste, je veux dire, la Chine a commercé avec elle. Sans cela, ce ne serait qu'une île au large et n'aurait pas progressé. Mais ils ne sont pas vraiment intéressés par tout cela. Fondamentalement, leur seule politique et objectif est la sécession et l'hostilité envers la Chine. Vous avez vu cela dans le terrible discours que le nouveau président a fait aux soldats à Taïwan. C'était un discours terrible. Et encore une fois, les Américains soutiennent cela. Ils finissent toujours par soutenir des gens comme ça. Et il y a beaucoup de ces personnes qui semblent incompétentes, n'est-ce pas? Pourtant, elles sont ambitieuses, d'une manière qui les pousse à vouloir être aux commandes. Elles aiment l'idée d'être le soi-disant leader, mais elles ne savent pas vraiment comment diriger, n'est-ce pas? Pour répondre à votre question, oui, absolument. Mais il y a un autre point à considérer. Ces personnes partagent une foi inébranlable dans le pouvoir illimité des États-Unis. Les Ukrainiens ont définitivement cette croyance. Ils se mettent très en colère lorsque les Américains ne leur donnent pas tout ce qu'ils veulent. Ils supposent que c'est parce que les Américains ont fait un choix sans comprendre qu'il y a des limites à ce que les États-Unis peuvent faire. Vous trouverez la même croyance dans le mouvement pour l'indépendance de Taïwan. Ils pensent que le pouvoir américain est illimité. Ils croient qu'en s'alignant avec les États-Unis, ils obtiendront l'indépendance, le pouvoir, la renommée et la richesse. Ils pensent qu'ils choisissent le camp gagnant. Mais quand la réalité s'installera, il sera trop tard. En Chine, ils disent que si vous mettez votre espoir dans les autres, ce n'est pas de l'espoir pour commencer.
So Well, that's Donc, why China- the Cyberfy the Ford is ancien du monde. Garay towards at her dog gray skin. Always, presumably followed that doctrine. yeah. I want to talk something a little bit almost. Je veux parler de quelque chose d'un peu presque incroyablement drôle. Le roi Charles a un nouvel insigne, mais il est retardé. Donc ils utilisent toujours l'insigne d'Élisabeth parce qu'ils ont annulé la commande en provenance de Chine. Ils soupçonnent que les badges royaux auront des dispositifs GPS de Chine. Est-ce une sorte de blague? Absolument. Est-ce vrai? Is this some kind of Absolutely. joke? It Is is, this it is, true? it's absolutely true. C'est absolument vrai. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais voici la pièce d'une livre anglaise. Vous pouvez voir qu'elle a encore la tête de la reine dessus, pas celle du roi. Ils l'ont annulée et n'ont rien pu faire. Parce qu'ils ont peur des appareils GPS. La Chine y a-t-elle mis du GPS? Absolutely, absolutely. The Chinese are all over the place. They're in the middle. Absolument. Absolutely everything. They Les Chinois sont partout. control everything. Ils sont dans la monnaie et dans tout le reste. Ils peuvent tout contrôler et déformer. C'est comique et absurde. Cela montre le niveau auquel le débat politique en Grande-Bretagne est tombé. Ils produisent maintenant quelques timbres avec la tête du roi dessus. Mais la Royal Mail est sur le point de s'effondrer de toute façon. Donc je suppose que ce n'est pas trop un problème. Nous ne pouvons pas laisser les Chinois s'impliquer dans tout cela. L'histoire est absolument vraie. Get themselves involved in any of that. The story is absolutely true. C'est comme une histoire du journal The Onion. Je pensais que c'était une sorte de satire. Non, c'est pas le cas. C'est pas une histoire de l'Onion. Ça a tarmétouré dans les médias. Yeah. So, and also I read that there's J'ai également lu que certaines personnes des médias indépendants affirment qu'à Londres, l'économie est vraiment mauvaise et qu'il y a beaucoup de vols. Est-ce vrai? Les gens se font-ils souvent voler et les choses se font-elles souvent dérober? Yes. Very common. People Yes. getting robbed and things get stolen. This is absolutely true. Now, I've lived in London continuously. C'est absolument vrai. It's my J'ai vécu à Londres sans interruption depuis 1968. C'est ma ville natale et le niveau de détérioration est tout simplement incroyable. Cela a été particulièrement rapide au cours des 10 dernières années et encore plus au cours des 3 dernières. L'endroit est plein d'ordures non ramassées. Les routes sont pleines de nids de poules et les trottoirs ne sont pas correctement revêtus. On voit des graffitis partout et des sans-abri dans de nombreux endroits vivant dans les rues. Ce n'est pas aussi mauvais que San Francisco, mais la détérioration est très rapide. Il y a aussi énormément de crimes au couteau. Londres était autrefois l'une des villes les plus sûres du monde, mais maintenant, il y a beaucoup de crimes au couteau, de cambriolages et de vols répandus, surtout dans les voitures. Thefts are very, very widespread, especially thefts from cars. And there are lots of thefts of cars. Now, just Il y a aussi beaucoup de vols de voitures. have 3 little children. Ma femme et moi avons 3 petits-enfants et 2 gros chiens, Buy a big car. donc nous avions besoin d'acheter une grande voiture. La voiture que nous envisagions est volée si souvent qu'elle ne peut pas être assurée. Les compagnies d'assurance ne fourniront pas de couverture pour elle parce que la probabilité qu'elle soit volée à Londres est si élevée. C'est quelque chose que nous avons nous-mêmes expérimenté. Les choses vont très mal, en effet. Mais ne vous inquiétez pas pour cela. Ne cherchez pas de solution. Concentrez-vous plutôt sur la Chine. Ils sont la véritable menace, le véritable problème. Publiez un communiqué du G7 blâmant la Chine pour tout, y compris la défaite en Ukraine ou le changement climatique. Tout est de la faute de la Chine. Eh bien, le problème de Londres, est-ce un problème au niveau de la ville ou un problème au niveau du gouvernement britannique, selon vous? You think? Je pense que c'est les deux, en fin de compte. Tout d'abord, ce n'est pas seulement limité à Londres. On le trouve dans de nombreuses villes maintenant. Dans les petites villes, surtout dans les zones plus riches, les choses sont mieux administrées
parce qu'elles sont plus petites et plus riches. Mais dans les grandes villes comme Londres, Manchester, Newcastle et Sheffield, les problèmes sont à peu près les mêmes. Un problème majeur, qui pourrait être difficile à comprendre pour les gens en Chine, est le niveau d'endettement. La dette publique, tant centrale que locale, est maintenant si élevée, et les paiements d'intérêt sont si élevés, qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer les gens pour redresser les dalles, remplir les trous dans la route, balayer les déchets, arrêter les criminels, et s'assurer qu'il y a suffisamment de policiers. Ce problème ronge progressivement le tissu de la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je pense que la Grande-Bretagne en est un cas extrême. Mais on trouve cela dans de nombreux pays européens également. J'étais en Allemagne récemment, et j'y retourne bientôt d'ailleurs pour vous en dire plus à la fin de l'émission. La dernière fois que j'étais en Allemagne, j'ai été étonné par les signes de délabrement que j'ai vus. Le système ferroviaire en Allemagne s'est pratiquement effondré. Il y a maintenant des graffitis dans les rues, ce que l'on ne voyait jamais auparavant. Ce n'est plus tout à fait l'endroit efficace et ordonné qu'il était autrefois. Nous avons également voyagé en Autriche récemment et avons été étonnés de voir à quel point Vienne était devenue sale et désordonnée. Donc, bien que la Grande-Bretagne soit un exemple extrême, on trouve des preuves de cela partout, parce que les économies européennes ne sont pas en très bon état. Elles sont dans un état bien pire qu'elles ne veulent l'admettre. Au fait, je pensais avoir lu quelque part qu'il allait visiter la Chine. Je crois que ce serait sa première visite en Chine. Il va amener quelques délégations. Nous pourrons surveiller cela la semaine prochaine. Mais que pensez-vous qu'il veuille faire là-bas? Il n'a pas été très amical avec la Chine. Il n'est pas du tout amical, mais je pense qu'il comprend que son parti, le Parti vert, a vu son vote s'effondrer d'environ 40% aux élections européennes. Sa popularité est en train de s'épuiser. L'Allemagne doit maintenir des liens commerciaux avec la Chine, et la seule façon dont la transition écologique peut se produire est que l'Europe travaille avec la Chine. Cependant, les forces qui s'opposent à cela sont très fortes. Ils viennent d'imposer des tarifs désastreux sur les véhicules électriques chinois. Nous en avons discuté dans des programmes précédents. D'ailleurs, il y avait un article très intéressant dans le Daily Telegraph par un commentateur économique nommé Matthew Lean. Il a fait le même point que vous et moi faisions. En imposant ces tarifs, les Européens créent les conditions de l'effondrement éventuel de l'industrie automobile européenne. Mais vous savez, il vient en Chine. C'est trop tard. Il aurait dû venir en Chine en 2021, lorsque les élections ont eu lieu et que le nouveau gouvernement en Allemagne a été formé. En d'autres termes, lorsqu'il est devenu ministre de l'économie, il aurait dû être évident que l'un des premiers pays qu'il devait visiter était le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne. Mais ce sont des idéologues. La même chose avec Annalena Baerbock. Elle a même dit quelque chose comme « Elle ne veut pas vivre sur une planète où la Chine est dominante ». Où va-t-elle? Parce que la Chine ne va nulle part, n'est-ce pas? En tant que diplomate, comment pouvez-vous dire quelque chose comme ça? Mais ces gens sont juste très idéologiques, n'est-ce pas? Ils ne sont pas du tout pratiques. Eh bien, ils ne sont pas du tout pratiques. Je dois dire qu'ils sont peu intelligents. Ils étaient tous là, d'ailleurs. Nous parlons de la conférence suisse. Ils étaient tous là disant les mêmes choses, parlant de la même manière, étant incroyablement impolis et grossiers envers tout le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles le monde s'éloigne. De plus en plus de pays veulent rejoindre les BRICS, la Thaïlande et le Vietnam maintenant, apparemment. La Malaisie aussi, j'ai entendu dire.
Oui, je pense que la prochaine fois, nous devrions parler un peu plus, Rick. Il se passe beaucoup de choses là-bas. De nombreux pays sont intéressés. Mais en général, je crois que c'est toujours un bloc économique, non? Ça ne va pas être... Non, je ne le pense absolument pas. Je ne pense pas que cela deviendra jamais ainsi, parce qu'ils comprennent très bien que si cela commence à se développer de cette manière, cela s'effondrera. Il s'agit essentiellement de maintenir le commerce en mouvement, malgré les problèmes que les Américains et leurs alliés essayent de causer. C'est, je pense, ce que BRICS représente finalement maintenant. Et ils ne sanctionneront jamais personne. Je pense que c'est assez clair. Eh bien, la Chine et la Russie adoptent la position qui est la position juridique correcte, d'ailleurs. Demandez à de nombreux juristes, et ils vous diront que les sanctions sont illégales. Il n'y a aucune disposition qui permette aux États-Unis et à l'Europe d'imposer les sanctions qu'ils imposent. Donc ils ne sanctionneront jamais personne. La seule entité qui a le pouvoir d'imposer les sanctions est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il le fait très rarement et peu fréquemment, et seulement dans un but, préserver la paix. Il n'impose pas de sanctions parce qu'il est en désaccord avec des normes ou des valeurs éthiques ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, la Chine et la Russie n'imposeront jamais de sanctions. Oui, je veux dire, ils ne devraient pas. Je ne pense vraiment pas que les sanctions fonctionnent parce qu'elles ne font que blesser les gens. Vous savez, un pays ne cédera pas parce que vous l'avez sanctionné. Cela ne fait que nuire au peuple. Correct. D'accord. Avec ça, je pense que nous avons une autre excellente session. Merci beaucoup. Mais c'était... Passez une excellente journée. Ravi de vous voir. Au revoir.